Je me présente, je m'appelle Jacques Meyer. Aujourd'hui, il est à la tribune, même si je ne me connaissais pas. Mais disons que, pour ma part, j'ai fait des en tant que militant du Parti ouvrier indépendant. Et l'appréciation qui est portée par les camarades, ce qui vient d'expliquer, je la partage complètement. Mais effectivement, le peuple palestinien a infligé à l'impérialisme non pas une défaite, ça c'est sûr, mais au moins un revers. Car n'oublions quand même pas comment Obama a soutenu, continue à soutenir Netanyahou en lui adressant des fonds, etc. Et le conférencier a rappelé également la position ignoble, parce que je ne dois pas le dire pour réaliser ça, de Hollande durant les débuts des opérations. Donc, la question qui est posée, à mon avis, c'est là-dessus surtout que je veux insister, c'est la question de la solidarité, non pas en général, mais du mouvement ouvrier, c'est-à-dire de la classe ouvrière. Et force est de constater qu'effectivement, en France, ça n'a pas vraiment été fameux de ce côté-là. Certes, il y a eu comme des manifestations qui n'étaient pas des moindres. Mais à l'échelle internationale, aux États-Unis, on a raté, dans un pays comme l'Angleterre, etc., ça a été considérable. Et là, je voudrais faire état d'un appel international qui a été lancé par le Parti des travailleurs algériens et l'Union générale des travailleurs algériens au mouvement ouvrier international pour exiger la levée immédiate du blocus de Gaza. Car si certes, l'État sioniste n'est pas parvenu à ses objectifs quant à l'extermination des Gazaouis, il n'en demeure pas moins aujourd'hui avec le blocus. Ils sont en train de les faire crever à petit feu. Et il n'y a pas de marche plus urgente que de tout mettre en œuvre pour arriver à faire lever ce blocus criminel. Pour le reste, la discussion reste ouverte, bien évidemment. Pour ma part, je vais tout de suite en passant. Je suis un partisan de l'État palestinien avec ses deux composants juifs et arabes, démocratiques et laïques. Merci, Calara. Merci, mesdames et messieurs. On va prendre peut-être deux ou trois interventions supplémentaires pour permettre des réponses plus globales de Julien et de Jean-Claude. Effectivement, par rapport à ce qui vient d'être dit, à la fois à la tribune et puis par notre ami, la question de l'État, de la viabilité d'un État palestinien aujourd'hui apparaît comme non viable. Et on revient donc à la vieille revendication de paix que tu as rappelée. Alors, d'autres interventions, allez-y. Pour ce qu'on appelle les journalistes en France, sauf ceux du monde diplomatique, il y a peut-être quelques unités de ces deux-là. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans les journalistes en France? Parce qu'on ne sait rien de ce que vous dites là. Pratiquement rien. On entend qu'il y a un gros truc qui se passe, et puis ben, non, il n'y a plus rien. On a passé les mots rouges. Enfin, ils sont tous juifs d'extrême droite. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, ces journalistes français-là? La question suivante, l'intervention suivante. Non, elle a raison. Elle a raison. Pourquoi on ne sait rien? Pourquoi on n'est pas informé? En fait, ma question, c'était essentiellement par rapport aux Juifs, comment ils arrivent à justifier en interne cette dérive limite naziste auprès de leur population. Alors, et tout ça par rapport à, en plus, avec des prétextes de maintien, parfois sous prétexte qu'ils ont subi l'Holocauste, comment est-ce qu'ils arrivent quand même à justifier qu'en fait ils ont cette dérive nazie. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à ce genre de questions. Oui, moi je voudrais en savoir un petit peu plus sur le mouvement de résistance des Palestiniens hors du Hamas et des composantes organisées, on va dire. Est-ce qu'il existe quelque chose ou pas?
L'autre, c'est une intervention. Jean-Claude, vous voulez commencer? Oui, je vais prendre Micro. Bon, d'abord, juste. Bon, une petite question de vocabulaire. Bon, moi, je n'utilise jamais le terme anglo-saxon de l'Holocauste, qui est tout à fait mal pour vous, parce que l'Holocauste veut dire un sacrifice volontaire. Donc, on peut appeler ça, je n'utilise pas non plus le terme de Shoah, on trouve souvent dans la presse, parce que là, c'est un terme, bon, c'est l'hébreu, puis c'est un terme, bon, ça renvoie à ce film de Lanzmann, qui n'est pas tout à fait un ami, etc. Bon, même si le film est tout à fait intéressant. Donc, moi, je dirais le génocide des Juifs, ou le terme qu'utilise Raoul Hilberg, l'historien américain, qui a écrit un remarquable bouquin qui s'appelle La destruction des Juifs d'Europe. Bon. Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais enfin c'est pas tout à fait un détail, parce que le Holocauste, on a l'impression vraiment que voilà, les Juifs qui sont allés à la mort, ils y sont allés d'eux-mêmes, excusez-moi, ni mes grands-parents, ni mon père, ni ma tante n'ont choisi d'aller à la mort, ils ont été arrêtés par des Français, pas oublier ça, hein, et ensuite les héros allemands, et voilà. Donc maintenant, la question effectivement elle est intéressante. Bon, la l'UGP c'est évidemment une question à laquelle on est souvent confronté. Vous dites comment ça se fait que les Juifs qui ont quand même connu l'extermination, le génocide à l'égard de leur père, grand-père, etc., leurs grands-parents, comment est-ce qu'ils peuvent agir comme ils agissent actuellement en tant qu'État d'Israël? Bon, d'abord la comparaison n'est pas tout à fait juste, hein, parce que même s'il y a eu au moment de la création de l'État d'Israël, des crimes comparables à ceux que les nazis ont commis en France. Je veux parler précisément de Der Yassin, un village qui, comme au Ragour, a subi les massacres de toute la population civile. Bon, il y a eu des faits comme ça en 1948. Bon, il y a eu, alors, je ne sais pas si on a un chiffrage des morts depuis 1948, des morts palestiniens, c'est tout à fait impressionnant, mais je ne pense pas qu'on puisse le comparer, disons, à un plan concerté, au plan concerté des nazis qui avaient décidé de rayer de la surface de la Terre tous les Juifs. Bon, c'est quand même, il faut garder des échelles différentes. Mais la question, quand même, je vais y répondre. Et, comment dire, moi j'ai l'habitude de citer c'est un très ancien sage juif, puisqu'il a vécu à l'époque de l'empereur Auguste. Vous voyez, c'est pas hier, c'est le 1er siècle, autour du 1er siècle. Et il s'appelle Hillel Hazaken. Vous trouverez sa fiche sur Wikipédia. Et en gros, il dit ceci, je ne sais pas exactement, il dit, bon, toute l'éthique juive, ça consiste à ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi. Maintenant, il dit toute la Torah, hein, tout l'enseignement, c'est plus précis que ça, tout l'enseignement de la Torah, parce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, tout l'enseignement de la Torah consiste à dire, là, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse toi-même. Et après, il ajoute, et maintenant, va et étudie. Moi, je dirais, il faut croire que les Israéliens, quoique leur gouvernement successif se dise État juif, probablement ils n'ont pas suffisamment étudié l'éthique juive, dans ce qui est la meilleure, parce qu'il y a aussi des aspects moins reluisants, comme dans tous les textes d'humanité, d'ailleurs. Ils n'ont pas suffisamment étudié ça. Et pourquoi? Moi-même, je me suis souvent posé la question, hein, en tant que, effectivement, descendant, hein, victime moi-même, moi je suis né en 1944, hein, voilà, la guerre n'était pas finie. Et y compris ma sœur, qui était plus âgée que moi, et moi-même, pendant quelques temps, après l'assassinat de notre père, on a été quelques temps des enfants cachés dans le sud de la France. Donc voilà. Donc je dois dire que j'arrive tout à fait à comprendre, effectivement, pourquoi, comment les Juifs peuvent faire ça avec les Palestiniens. Et finalement, j'ai quand même une explication, et parce que je les connais bien sûr aussi, les Juifs, à Strasbourg, dans la communauté juive. Voilà, je les connais. Et en fait, ils se prennent, je veux dire, ils appliquent ce précepte, hein, qui est le précepte d'Emmanuel Kant, hein, on retrouve ça dans toute la morale universelle, d'ailleurs laïque, hein, de ne pas faire pour tous ce qu'on ne peut pas suivre soi-même.
Mais eux, c'est comme s'il y avait une coupure, ils l'appliquent, je dirais, à leur propre tribu, mais pas aux autres. Hein. Voilà. C'est ça le problème. Alors que, évidemment, le précepte, il a une valeur universelle. Hein. Ça me rappelle une phrase de Jean-Marie Le Pen, un jour, qui parlait, qui disait qu'il aimait d'abord sa mère, ensuite sa fille, ensuite sa sœur, sa cousine, et puis que les autres, ça venait bien après. Il n'a rien compris à l'amour du prochain. Hein. Tout chrétien qui sort, qui se réclame, il n'a rien compris non plus à l'amour du prochain. C'est-à-dire que dès lors que vous considérez les préceptes éthiques valables pour votre seule population, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, n'est-ce pas? Là, du coup, vous êtes prêt à commettre des virtudes contre les autres, qui ne sont pas de votre sang, avec beaucoup de guillemets, évidemment. Hein. Voilà. Donc, moi, c'est l'explication que je donne de cette chose-là. C'est-à-dire que, ou bien, l'éthique, elle est universelle, et alors, effectivement, il ne faut pas massacrer les amis, ni personne d'autre, d'ailleurs. Hein. Bon. Ou alors, c'est qu'on ne comprend pas l'éthique, hein, et on n'a pas un comportement de l'État qui se dit le plus démocratique et l'armée la plus morale, donc le maîtrise de l'œuvre. Ouais, je voudrais commencer par ça. Je vais vous parler d'Israël, etc. Et je pense que ce qui s'est passé cet été dans la société israélienne montre qu'il y a finalement une maturation, radicalisation de la mentalité d'une société coloniale. Et que finalement on peut comprendre aussi qu'il n'y ait pas de transmission de la mémoire de ce qui s'est passé, parce que l'État d'Israël s'est constitué comme, alors non seulement sur une base de plus jamais ça, donc on a tous les droits, qui est quand même un truc qui joue vachement, plus jamais le génocide, donc pour s'en protéger, on a tous les droits, parce que vu ce qui nous est arrivé, personne ne pourra jamais nous reprocher de voilà, tout truc de Israël a le droit de se défendre, Israël a le droit de se défendre. C'est toujours surtout que ça n'a pas de part. Et sauf que le problème, c'est que à avoir intégré ce truc-là, on a le droit, et finalement, la conséquence, c'est que les autres n'ont pas de droit. Les autres n'ont pas de droit en face. Et ce qui se passe en Israël, c'est que c'est une société coloniale, c'est une société qui s'est construite dans l'idée de la conquête territoriale et dans l'idée de la négation, domination de l'indigène. Voilà. Et sauf que comme l'indigène est toujours là, l'indigène ne part pas, l'indigène continue d'ouvrir sa bouche, l'indigène se dote de représentants qui ne sont pas les bons, etc. Il y a un processus de radicalisation presque naturel, finalement, dans la société coloniale, qui est de voir de plus en plus, sinon, faire disparaître l'indigène. Alors ça ne veut pas dire le faire disparaître physiquement, ne plus le voir. Il y avait des écrits intéressants en Israël pendant la construction des murs en Cisjordanie, où les types disaient, mais finalement ils n'ont pas besoin de faire un truc qui est aussi haut pour empêcher les gens de sortir. Mais finalement si c'est aussi haut, c'est aussi pour empêcher les gens de voir ce qu'il y a dedans. Ce qui fait que tu peux être israélien, partir de Tel Aviv, aller faire du pédalo au Tibériade, aller acheter des produits à la mer Morte et rentrer chez toi, sans voir un village arabe. Parce qu'ils ont fait des trucs pour les contourner. Sauf que tant qu'on ne les voit pas et qu'ils se taisent, tout va bien, mais le moment où ils rouvrent leur gueule, et bien à chaque fois c'est un petit peu plus radical en face. Et là, ce qu'on a vu cet été, bon, j'en parle dans le détail, mais c'est quand même super inquiétant, parce qu'il y avait ce que tu disais sur. Il y avait des vraies milices d'extrême droite qui traînaient dans les rues, qui ratonnaient les Arabes, qui ratonnaient les manifestants contre l'intervention à Gaza. Vous avez quand même peut-être vu ces images, vous savez, ces populations terrorisées de Sderot qui sortent par dizaines sur les collines avec leur canapé, leur popcorn et leurs gamins pour regarder les bombardements sur Gaza. Qui applaudissent comme si c'était au cinéma, en train de regarder un spectacle, etc. Alors, c'est pas toute la société israélienne, mais des choses comme ça dit des choses sur notre société. Ça dit des choses sur les tendances, et qui sont pas, il n'y a pas d'un côté la société, puis de l'autre côté les politiques qui seraient responsables. J'ai les deux exemples que je donnais, que ce soit Lieberman est quand même l'auteur de cette célèbre phrase. Donc, Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, il faut en finir avec Gaza, comme les États-Unis ont fini avec le Japon en 1945. Ça donne une idée. Le gars est ministre des Affaires étrangères. Une
Naftali Bennett, qui est l'autre extrême droite, lui, en plein conseil des ministres il y a quelques mois, il a dit moi, des Palestiniens, j'en ai déjà tué et j'en tuerai encore s'il le faut. Le type est ministre de l'Industrie. Vous imaginez la gueule du pays, quand même. C'était les ministres qui disent ça. Quoi. Et vous avez un président israélien à la Knesset, le président de l'État d'Israël, qui dit que lui, il pense que la solution, finalement, ça sera un seul État dans lequel les Palestiniens n'auront pas de droit. Voilà, ça passe tranquille, comme il est à la poste. Il y a 2 ans, il y avait un sondage dans la RS, on demandait aux juifs israéliens est-ce que vous pensez qu'il y a de l'apartheid en Israël? Et une majorité qui disait oui, 58% je crois, qui disait oui, il y a de l'apartheid en Israël. Puis après, on leur demandait c'est des chefs, non. Non, on a plus de droits. Ce truc est tellement imprégné que finalement, il y a même plus besoin de faire du matraquage, la propagande chrétienne et tout. C'est toute une société qui fonctionne comme ça. Et les quelques-uns qui sont de cette société tentent de tirer dans l'autre sens, sont de plus en plus considérés comme des traîtres. Et c'est pour ça que entre eux sont. Sur la question sur les médias. Alors, je suis obligé de faire court, mais parce que ça mérite un truc en entier sur les médias, la question palestinienne. Pour faire très court, les médias ne sont ni pro-palestiniens, ça vous le savez, ni pro-israéliens. Vraiment. Quand on regarde à une échelle un peu large les grands trucs, journaux, télé, radio, etc., le problème des médias sur la question palestinienne, c'est qu'ils sont nuls. Voilà, ils sont nuls. Ils ne donnent aucune clé de compréhension de ce qui se passe là-bas. On saute d'un truc à l'autre, d'un événement sanglant à l'autre, sans jamais donner les éléments de continuité qui permettent de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. C'était indiqué sur le truc, je ne suis pas là à ce titre-là, mais moi je bosse pour un observatoire de médias qui s'appelle Acrimel, dans un article pour Acrimel, j'avais appelé ça le syndrome de Tom et Jerry, c'est-à-dire Tom et Jerry, vous savez, c'est que le chat, la souris, ça le dessus, ils font des pièges, ils font des saloperies, des fois ils font semblant qu'ils se mettent d'accord, mais ils sont déjà en train de réfléchir à comment ils vont remettre trucs après. Le traitement de la question palestinienne ressemble pourquoi ça? C'est bon, ils se tapent dessus. Pourquoi ils se tapent dessus? Parce qu'avant, ils s'étaient pas dessus. C'est le cycle des représailles. Le truc qui ne veut rien dire. Voilà. C'est plus parce qu'ils n'expliquent rien que du coup, ils donnent l'impression que c'est incompréhensible et donc que nous, on n'a rien à faire parce que c'est trop compliqué et que du coup, objectivement, ils vont être du côté de l'État d'Israël. Mais pas par le contenu, mais par le fait qu'ils ne donnent pas à comprendre et donc ça s'appelle plutôt à la démotivation et à la démobilisation. Mais après, les journalistes qui font super bien le travail, je parlais de Peugeot de Mediapart, il y a Benjamin Barthes du Monde qui fait des trucs très bien, Charles Berlin, des fois, à France Télévisions qui est là-bas, qui fait des trucs bien. Mais il y a juste un truc qu'il ne faut pas sous-estimer, je ne m'étends pas trop sur la presse, c'est les conditions de travail des journalistes. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de correspondants permanents dans ces régions-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un envoyé spécial. Et vous avez des jeunes journalistes qui ont 25 ans, qui n'ont jamais foutu les pieds là-bas, qui sont envoyés d'un coup. En plus, là, cet été, les grands journalistes sont en vacances. Tu as des petits jeunes qui débattent, et on leur dit écoute, ce soir, tu me fais en 3 minutes. Quoi. Oui, mais moi, je ne fais rien. Donc, tu vas au plus simple, tu raccourcis, et puis tu fais des trucs qui sont bons. Moi, j'ai eu des coups de fil de journalistes que je connais qui bossent sur des questions qui n'ont rien à voir. Qui sont des précaires, quoi, pour des sites, notamment Le Monde, Le Point, Libération, des jeunes qui bossent normalement sur les questions de société et tout, ils sont trop spéciaux pour faire des articles sur la Palestine, parce qu'il y a personne, parce qu'on a le sous, qu'on embauche l'argent, on demande aux précaires de faire ça. Moi j'ai eu des coups de fil de gens qui disaient Julien, je dois faire un article sur ce qui se passe à Gaza pendant 2 heures, j'ai quelques questions, oui, vas-y. La première, c'est quoi la différence entre le Fatah et le Hamas? Et tu dois rendre ton article dans 2 heures, et c'est pas de sa faute. Voilà, il ne faut pas accabler les journalistes non plus, c'est-à-dire qu'ils travaillent aussi dans des conditions où ils ne peuvent pas faire du travail de qualité. À Mediapart, tout le monde dit Mediapart c'est bien, Mediapart c'est bien. À Mediapart, ils ont du temps, ils sont bien payés, et ils ne sont pas sous pression permanente de leur rédaction. Et dernière chose sur la résistance de manière générale, hors Hamas ou voilà. Première chose, c'est de se dire que tout le mouvement national palestinien a été victime du processus d'Oslo. Tout le mouvement national a été victime du processus d'Oslo à 2 niveaux. Il y a une dépolitisation généralisée dans la société palestinienne, c'est un truc qui est très marqué, parce qu'on a transféré finalement un combat pour la libération nationale à un combat pour la gestion d'un appareil administratif. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'on a technicisé la chose.
politiser la chose, et on a vachement vidé sur sa substance politique. Gérez bien votre appareil d'État et vous aurez un plus grand appareil d'État. C'est quand même très différent de résister contre l'oppresseur et vous libérer votre territoire. Et donc il y a eu tout un truc de dépolitisation qui a touché tout le monde. Voilà, qui a touché toute la société palestinienne, et c'est particulièrement marqué dans les ONG, où jusqu'au début des années 90, les ONG d'agriculteurs, de femmes, de jeunes, etc., les gens étaient bénévoles. Maintenant, ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire, on va bosser là-dedans, on va bosser. Voilà, donc il faut être bon, il faut être performant, il faut être efficace pour avoir les sous qui viennent de l'étranger. Donc le truc de dépolitisation a vachement affaibli le mouvement national dans son ensemble. Et là, c'est tout le monde. Et puis la deuxième chose qui a affaibli tout le monde, au-delà de la répression, où toutes les organisations palestiniennes, elles ont des dizaines de cadres en prison. Le FPLP, le djihad islamique, le Hamas, etc., la plupart, le Fatah, la plupart par cadres, ils sont en double. Ça n'aide pas non plus. Voilà. Mais au-delà de la répression, il y a tout ce truc que je décris au début de fragmentation. Fragmentation, ça veut dire aussi le côté dénationalisation de la lutte nationale. Vous avez le Hamas de Gaza qui est un peu différent quand même du Hamas de Cisjordanie. Le Fatah de Gaza n'a rien à voir avec le Fatah de Cisjordanie. Et au sein même de la Cisjordanie, le Fatah de Ramallah n'a rien à voir avec le Fatah d'Hébron, qui lui-même est très différent du Fatah de Naplouse. Si tu vas à Naplouse, tu vas avoir deux Fatahs. Qui vont dire, c'est moi le Fatah et les autres, non, c'est bon. Et donc il faut connaître un peu en profondeur pour savoir ce qui se passe. Et donc vous avez un mouvement national qui a été très affaibli sur le fond politique, très affaibli au milieu de ses dirigeants et très fragmenté. C'est ça le panorama général. Et au sein de ça, finalement, ce qui émerge et ce qui continue de tenir, c'est ceux qui essaient de maintenir une cohérence politique nationale et l'idée qu'il y a une société palestinienne qui se bat pour les droits. Le Hamas a fait ça, c'est pour ça qu'ils ont été ce qu'ils ont été. Voilà. Et le Hamas s'est fait enfermer, entre guillemets, lui aussi, dans le cadre des accords d'Oslo, en devenant un bon gestionnaire de petit appareil d'État Gaza. Ça lui a valu se faire bien réprimander par sa base. La gauche palestinienne, de manière large, est très affaiblie, parce que finalement, elle n'a pas réussi à développer une stratégie vraiment autonome vis-à-vis de la direction Abbas et vis-à-vis du Hamas. Depuis 17 ans, la stratégie de la gauche palestinienne, c'est de dire qu'il faut que les deux autres se réunifient. On connaît ça dans l'extrême gauche, ce truc qui consiste en France. On connaît ce truc qui consiste à regarder les plus gros et à dire mettez-vous d'accord sur un programme, on vous somme de le faire. Voilà, moi je dis ça, y compris en sachant que c'est pas un jugement de valeur vis-à-vis de la gauche palestinienne. Mais beaucoup ils sont victimes de ça. Et finalement, dans ce chaos, ont émergé, et je finis avec ça, ont émergé d'autres formes de résistance qui tirent le bilan un peu critique de ce qui se passe depuis 20 ans, voire depuis 65 ans par là. La campagne BDS, il ne faut pas oublier, c'est un appel palestinien. Quand on regarde un peu la sociologie de la petite équipe qui dirige le BDS, c'est des gens qui sont plus entre 40 et 50 ans, qui sont issus de la génération de la première intifada, ils étaient plutôt dans les organisations de gauche, ensuite ils sont allés dans le milieu ONG et ils ont refusé le côté dépolitisation des ONG. Bon, il y a une petite cohésion de cette génération-là. Donc eux, ils sont un truc ouvert sur l'international. Et puis vous avez tous ces trucs de comité populaire, de résistance dans les villages, dans les camps, etc., qui ne faut pas surestimer par ailleurs. Vraiment, j'appelle à être assez pragmatique. Ce qui domine aujourd'hui, c'est pas un cloque de dire comme ça, mais malheureusement c'est la vie, ce qui domine aujourd'hui dans les territoires palestiniens sont plutôt les dynamiques idéologiques consuméristes et individualistes que les dynamiques collectives d'émancipation nationale. C'est-à-dire qu'en Cisjordanie, aujourd'hui, la préoccupation d'énormément de jeunes n'est absolument pas de comment on va construire un groupe pour attaquer la colonie en face, mais plutôt est-ce que je vais pouvoir obtenir un crédit pour m'acheter un petit appartement là. Voilà, quelque chose qu'on peut comprendre. Donc, il y a des organisations qui sont affaiblies mais qui sont toujours là. Il y a des trucs un peu nouveaux qui ont émergé. Il y a une société qui, globalement, n'est pas résignée, mais qui, vu les expériences du passé, n'est pas prête à repartir au combat tous les matins si elle n'est pas sûre que ça va déboucher sur quelque chose. Et moi, je pense que, de toute façon, tout ça passera par une refonte du mouvement national palestinien autour d'une nouvelle expérience de confrontation collective, comme ça a toujours été le cas dans le mouvement national palestinien. C'est par là que ça passe.